Je me suis toujours demandé, c'est quoi les meilleures techniques d'acteurs? Ben oui, ils font comment pour être heureux, puis triste, puis malade, puis mort, puis... Bref, ils font comment? Attends, on va les demander à une experte. Mais avant ça, j'ai un mystère à résoudre. J'ai reçu un étrange colis contenant une boîte en bois scellée, un carnet crypté et 2 unes de journaux faisant mention d'un certain magicien, le Grand Dubois. Mon but, enquêter pour comprendre comment et pourquoi cet étonnant paquet est arrivé entre mes mains. Alors le comment, en vrai, je l'ai, puisque cette mystérieuse enquête nous vient tout droit de notre sponsor, Detective Box. Si t'es fan de jeux d'énigmes comme moi, tu vas être ravi. Detective Box, c'est un jeu d'enquête thématique à partager avec tes amis ou ta famille depuis chez toi. Tu reçois une box, moi personnellement j'ai pris la grande illusion, parce que j'adore la magie. Tu te connectes à leur site internet, et l'aventure commence. Dans la box, tu trouveras des éléments qui te permettront de résoudre le mystère. Et c'est pas des accessoires de pacotille, mate-moi cette qualité. Je pense que j'ai lu quasiment tous les Sherlock Holmes, donc vraiment moi ce genre de jeu d'enquête, c'est totalement ma came. Élémentaire, mon cher... moi-même. Et avec mon code promo l'Amène du Cinéma 10, tu as une remise de moins 10% sur ton panier, valable jusqu'à fin janvier et utilisable une fois par client. Voilà, si tu ne sais pas quoi faire pour digérer ton repas de Noël le 25, j'ai la box qu'il te faut. Et maintenant, retour plateau, ça tourne, action. Ok Marion, tu me joues la joie, la colère, la tristesse. Mais qu'est-ce que c'est là derrière toi? Y a un truc là? Oh mon Dieu, je crois qu'il y a quelqu'un dans la maison. Comment je vais faire? Qu'est-ce que... Ah mais non, ce n'était que l'erreur de pizza. Ah, c'est bon, fin de journée. Par contre, moi ça m'a donné faim là. Mais attends, justement, ils font comment les acteurs quand ils doivent faire semblant de manger? Ouais. Est-ce que les acteurs mangent vraiment dans les films? Attends, j'enfile mon gant de la manique du cinéma. Manie, tu l'as. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une scène, ça peut prendre parfois des heures à tourner. Même une scène toute simple avec 2 personnes qui parlent. T'imagines bien qu'une scène de dîner, c'est encore plus long, avec des chants, des contre-chants, des gros plans sur la bouffe, et il faut bouger le matos à chaque prise. Donc t'imagines si les acteurs devaient manger tout l'après-midi? Oui, je sais que chez beaucoup d'entre nous, c'est ce qu'on appelle un repas en famille, un dimanche, mais imagine, tu dois faire ça plusieurs jours d'affilée. Oui, je sais qu'il y en a certains qui verraient pas du tout le problème, logique, mais ça reste quand même assez compliqué à faire. Mais alors, attends. Je te propose un petit jeu. Est-ce que tu vois toutes ces scènes de bouffe? Est-ce que tu remarques ce qu'ils font? Ou plutôt même ce qu'ils font pas? Et ouais, on ne voit pas les acteurs avaler. C'est ce qu'on appelle du hit acting. En général, s'ils sont obligés de manger pendant une scène, les acteurs mâchent la nourriture, puis la recrachent entre les prises. Oui, je sais, c'est glamour Hollywood. Et pour le reste, c'est la magie du montage. Et quand ils n'ont pas vraiment besoin de manger, il y a toujours le coup de tenir sa fourchette devant sa bouche et il jamais croquer. I know this steak doesn't exist. Oui, mais s'ils mangent pas réellement, ils vont finir par mourir. Oh non, c'est devenu vachement joyeux cette chaîne, dis donc. Mais en vrai, on fait comment pour jouer la mort? Imagine-toi une scène tragique. Ton personnage se prend une balle et oh non, je suis touchée. Oh, je tombe, cadavre au sol. Il a dead ça. Enfin, il a dead moi. Mais en vrai, l'acteur, il est pas vraiment mort. Ouais, je te jure. L'une des premières techniques est tout simplement de retenir sa respiration. Oui, logique, je sais. Mais sauf si t'es un champion d'apnée, ça dure jamais très longtemps. Donc on dit merci à la magie du montage qui permet de prendre des angles différents et de donner l'impression que rien ne bouge. Alors par contre, pour tout ce qui est battement de cœur, de la veine jugulaire ou même du tressautement des yeux, ça peut se voir en très gros plan. Donc parfois, on cache un truc sous les vêtements de l'acteur pour rehausser la poitrine et lui permettre de respirer tranquillou en dessous. Et il existe aussi des techniques pour justement figer totalement ses yeux fermés. Mais si t'as la flemme de faire tout ça, tu peux utiliser un faux corps. Comme dans le film où Harry Potter est un cadavre qui pète pour aller plus loin. J'adore le cinéma. Par contre, est-ce que tu sais ce que c'est que le corpsing? Alors c'est une expression qui est plutôt utilisée du côté du théâtre, mais en gros c'est quand un comédien doit jouer une scène où il meurt et que tout d'un coup, il explose de rire sur scène et il gâche totalement la scène. Mais toi, essaye un jour de jouer le mort, tu vas voir, c'est pas si simple que ça du tout. Bon après, qui dit mort dit souvent torrent de larmes, tristesse, ouin ouin. mais en vrai, les comédiens ils font comment justement pour faire semblant de pleurer à l'écran? Marion, pleure! Plus vite, tu pleures pas là. Allez, pleure, s'il te plaît. Là, c'est la pression quand même, Et ça te surprendra peut-être, mais souvent, ils pleurent, Et oui, ce sont de vraies larmes. Mais évidemment, pour ça, il y a une technique. Soit je m'accorde parfaitement dans ce que vit la personne et ça me rappelle ce que j'ai pu vivre moi. Quand
j'ai vécu ça, je me sentais mal comme ça. Et là, je ressentais ça, une boule dans le ventre, un sentiment d'impuissance. Donc, je vais plutôt m'accorder dans l'impuissance, la tristesse. Et puis, parfois, je triche. Et là, oui, je peux penser à des choses qui, moi, me font mal pour aller chercher ça. Mais c'est vrai qu'après, je peux être mal longtemps. Mais souvent, je mets d'une phrase avant, c'est une phrase qui va vraiment aller réveiller la tristesse. Donc, et tu te répètes ces phrases-là. Il faut que ça soit des phrases qui te parlent et qui vont réveiller une émotion, quelque chose. Mais des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Après, tout le monde n'arrive pas forcément à pleurer sur commande. Donc, il existe plein d'autres techniques. Comme par exemple, voyez, il y a foyer à filer. Regarder une lumière très vive jusqu'à ce que ça te fasse très mal aux yeux. Ou boire beaucoup d'eau. Mais ça, pour le coup, ça me donnerait plus envie de faire pipi. Mais la vraie star des fausses larmes, c'est le stick de menthol. Ça a une forme de petit rouge à lèvres que tu appliques sous les yeux et ça te fait chialer sa maman. Bon, par contre, surtout, ça irrite énormément, donc c'est à utiliser avec modération. C'est qui modération? Et pour le joli petit plan de la larme qui coule doucement sur la joue, bah tu peux utiliser du sérum Phi, par exemple, hein, à tous mes porteurs de lentissures, ou on verra ça en post-prod. Après, s'il y en a une qui n'a vraiment pas besoin d'aide en post-prod, c'est Anne Hathaway dans Les Misérables. Non seulement elle pleure vraiment, mais en plus, elle chante vraiment. Et oui, hein, parce que c'est pas toujours le cas. Tu peux être un excellent acteur, mais chanter comme une casserole. Hein. Tout le monde n'a pas été gâté à la naissance. Du coup, quand on caste un acteur ou une actrice pour un film musical, on peut avoir de très bonnes surprises et de moins bonnes. Comme par exemple Pierce Brosnan dans Mamma Mia. Where are those happy days? They seem so hard to find. Et ses oreilles saignent encore. Bien sûr, on a aussi la possibilité de faire doubler les parties chantées par de vrais chanteurs, comme par exemple dans le premier High School Musical, où c'est Drew Seeley qui justement chante les parties de Zac Efron. Et oui, je viens de détruire toute votre adolescence. Et je suis même pas désolée. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on caste pas directement des chanteurs? Eh bien, la moula. C'est toujours une question de moula. Les producteurs et les réalisateurs vont souvent choisir les acteurs et actrices pour leur célébrité. Alors aussi parce qu'ils sont bons, hein, on va pas se mentir, mais c'est surtout leur nom de star qui va aider à financer puis à vendre le film à sa sortie. Donc oui, le choix il est vite fait. Et parfois, t'as des chanteurs qui sont assez bons et qui du coup, justement peuvent faire les deux, comme par exemple dans Wicked avec Cynthia Erivo et Ariana Grande. Et après La Voix d'Ange, place au bébé passionné. Et oui, ça s'enchaîne vite au cinéma. D'ailleurs, est-ce que tu crois que les acteurs s'embrassent réellement dans les films? Oui et parfois non. Pour les bisous chastes de collégiens, c'est facile, hein. Si tout le monde est consentant, un petit béco et c'est finito. Après, il existe aussi la technique du baiser de théâtre, où l'un des acteurs pose délicatement sa main sur la joue de l'autre, puis son pouce sur les lèvres, et cachant ainsi leur bisou à la caméra. C'est sexy, hein. Ça permet de ne pas se toucher en vrai, et c'est plutôt bien si un des deux acteurs a un rhume, par exemple. Mais par contre, pour les vrais baisers, les French kiss, les gros patins bien baveux. Les gros patins bien baveux. Elle est dure à dire. On fait comment? Déjà, il faut savoir que les acteurs sont des professionnels, donc on évite de mettre la langue si ce n'est pas nécessaire. On peut d'ailleurs juste presser les lèvres très fort l'une contre l'autre et laisser l'angle de la caméra faire le reste. Mais le plus courant, c'est que les partenaires ouvrent et ferment la bouche en rythme. C'est une sorte de jeu de mâchoire qui donne l'effet d'un baiser passionné, alors que les lèvres se touchent à peine. On appelle ça la technique du poisson rouge. Hein. Bon, après, il faut juste éviter de faire les bruits de bouche qui vont avec. Hein. Et après les bisous viennent souvent les scènes d'amour. Mais alors, du coup, est-ce qu'ils font du vrai crac-crac dans les films? Non. Mais t'en vas pas encore de la vidéo, je t'explique d'abord. À Hollywood, la différence entre un film classique et un film porno, c'est justement ça. Hein. Si on fait semblant de faire des scènes de sexe, c'est du cinéma. Mais s'il y a réellement un acte pendant la scène, ça rentre dans la case porno. Pourtant, parfois, ça a l'air vraiment vrai. Donc, ils font comment? Il existe plusieurs techniques. Déjà, on peut jouer avec l'angle de la caméra et la magie du montage, comme pour les baisers. On a l'impression que les acteurs se touchent, mais en fait, pas forcément. Ou en tout cas, pas autant qu'on pourrait le croire. Pour ça, on peut découper la scène en plusieurs plans et faire changer les acteurs de position entre chaque prise. On peut aussi faire appel aux costumiers et aux accessoiristes qui ont tout un tas de sous-vêtements et de cache effet peau. Ça permet en fait de créer une barrière entre les parties intimes de chacun et justement de rester un petit peu plus pudique quand on filme pas directement les zones concernées. Mais pour certains acteurs ou certaines scènes, on peut aller jusqu'à engager une doublure. Ça peut être parce qu'ils sont trop jeunes, pas forcément à l'aise, enceintes, ou qu'il y a trop de tatouages qui seraient trop longs à recouvrir au maquillage. On utilise aussi des doublures pour des scènes de danse trop chorégraphiées, pour faire semblant d'avoir un jumeau, ou pour d'autres besoins très spécifiques, comme par exemple les hobbits, qui sont joués par des gens de petite taille sur les plans larges. These are not them.
You've captured their stunt doubles! Bref, pour tout ce qui est scène de sexe, les doublures sont très pratiques et dans les cas les plus extrêmes, le réalisateur peut demander à de vrais acteurs porno de venir filmer ces scènes de sexe pour que l'acte ne soit pas simulé, en tout cas juste au niveau des parties intimes. Mais bon, à Hollywood comme dans la vraie vie, le plus important c'est que tout le monde soit consentant. Et il y a d'ailleurs un métier qui a été créé spécialement pour ça. Déjà, il faut savoir qu'avec le hashtag MeToo, il y a eu un avant et un après dans le cinéma. Avant, les réalisateurs faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient. Certains étaient déjà très respectueux du consentement de leurs acteurs, puis d'autres, beaucoup moins. Tu vois à peu près de qui je parle. Depuis 2017, grâce à MeToo, on a vu apparaître de plus en plus de coordinatrices d'intimité sur les plateaux de tournage. Ces personnes, elles sont là pour établir une feuille de route avec les acteurs, histoire justement de connaître leurs limites sur les pratiques qui seront ok ou pas ok. Et un peu comme pour les coordinateurs de cascade, elles sont aussi là pour chorégraphier les scènes de sexe avec les acteurs et les réalisateurs. Parce que oui, en gros, si dans le scénario, il y a juste marqué ils font l'amour, bon, ça te donne pas grand-chose sur la mise en scène. Mais si au contraire, dans le script, c'est super détaillé, il va falloir voir ce qui est faisable ou non par les acteurs et par la caméra. Et ça permet à ce que tout le monde soit bien au courant de ce qu'on va filmer et de comment on va le filmer, surtout avec l'équipe qui sera présente ce jour-là. Parce que oui, quand il y a des scènes d'intimité, on tourne ça plutôt en équipe réduite et on utilise les accessoires dont on a parlé un petit peu plus tôt pour justement couvrir les parties des corps qu'ils veulent pas montrer et que de toute façon la caméra va pas filmer. Et ça, ça permet évidemment à ce que tout le monde bosse dans de bonnes conditions. Bon après, si on continue dans notre logique, un des ressorts scénaristiques les plus courants dans les films et séries, c'est que après le sexe, surprise, il y a un bébé. Est-ce que tu t'es déjà demandé justement comment ils font les ventres de grossesse dans les films? Parce que oui, en fait, à part de très rares exceptions, comme par exemple dans Friends, où les scénaristes ont pu intégrer la grossesse de Lisa Kudrow dans l'histoire, en général, on utilise des faux ventres. Et en France, les reines des faux ventres, c'est bien sûr Ciné Bébé. Je suis enceinte. Je suis donc allée chez Studio Junon, où se trouvent les ateliers de Ciné Bébé, les meilleures créatrices de faux ventres de grossesse, et pas que. C'est rigolo, hein. Mais surtout le poids, c'est... Enfin, vraiment, je sens... C'est bien plus léger qu'un vrai. Hein. Oui, non mais bien sûr. Mais il y a quand même un peu de lestage. Et je comprends pourquoi, tu sais, elles sont un peu comme ça avec le dos. J'avoue, une fois que tu l'as mis, t'as envie de le garder parce que t'es là, genre c'est incroyable. C'est pas mal. En plus, c'est tout doux et tout. Mais enfin, c'est y a ça, un truc un peu... t'as envie de le toucher et tout. Ouais. Te désarnache derrière. Tu verras, le 9 mois, c'est autre chose encore. Hein. Là, faut bien que tu le cales, voilà, sous ta poitrine, exactement. Oui, parce que pareil, niveau taille, il faut pour des nanas qui font du 36, du 40... C'est ça, exactement. Il y a la taille, tu vois, du faux ventre. Là, on a des agrafes derrière, donc on peut quand même régler un peu. Et il y a la morphologie, c'est-à-dire que là, je te mets un 9 mois vraiment à terme, mais il y a des morphologies sur lesquelles ce 9 mois-là, c'est beaucoup trop et ça passe pas, il faut mettre un peu moins. Ouf. Marche bien celui-là. Hein. Et là, il y a un enfant là-dedans. Ouais. Non. Et là, il y a... Attends, si. Et là, techniquement, il y a ça, plus le placenta, mais plus le cordon. Essaye de faire tes lacets maintenant. Non, je peux pas faire mes lacets. Donc dans le dos, c'est vraiment... Ouais, c'est un corset. Ouais, c'est un corset, exactement. Et là, c'est pareil, c'est sur un body, en fait. Donc on a fait différentes... Non, mais les différentes choses. Ouais, c'est cool. Hein. Ça, le truc, c'est qu'on l'a fait sur des bodys parce que c'était un peu du sur-mesure quand on les a créés. C'était pour vraiment des comédiennes. Parce qu'on en a 2 comme ça. Et en fait, c'était vraiment à leur taille. Donc là, les bodys, ça nous permet d'avoir vraiment un truc, tu vois, derrière qui est pas filmable vraiment comme ça, mais tu peux aller quasiment jusque sur le dos. C'est ça, c'est qu'en fait, tu peux faire à la limite des petites retouches. Ouais. C'est l'équipe maquillage, en fait, fait des retouches. Alors, pas en maquillage, mais en post-prod, tu peux l'effacer à la limite. Du coup, c'est là qu'on fait absolument tout. C'est incroyable. Là, c'est de la magie. Tu vois, on disait les scans ou prises d'empreintes des comédiennes. Après, ça donne des choses comme ça, quoi. Donc, on en a plein. Enfin, silicone d'abord et ensuite du plâtre. Et après, par exemple, si on veut travailler cette comédienne-là, mais la rendre enceinte, en fait, on va venir sculpter par-dessus volume de poitrine, volume du ventre, prendre ce rajout-là, le décoller, en faire un moule et tout tirer en silicone. Et en gros, après, ça te donne, tu vois, des moules
comme ça, qui sont nos moules de faux ventre. Ça, ou, voilà. ça, c'est un moule de faux ventre. Ouais, ça c'est un moule de faux ventre. Et tu vois, en fait, les rabats qui sont là, vu que ça va être souple, ça viendra ensuite dans ton dos. Ça, c'est la salle. Silicone. Ce que tu as essayé tout à l'heure en faux ventre, c'était des faux ventres de costume. Donc on peut les mettre sur plusieurs personnes. Elles sont soit nues, soit très dénudées. Dans ce cas, il ne faut pas qu'on voit les raccords. Et tu vois, le ventre que tu as essayé tout à l'heure, il y avait des raccords. Donc pour ça, on va faire des prothèses qui vont venir se coller sur le corps et qui sont faites sur mesure. Donc on moule la comédienne ou on la scanne et ensuite on vient faire un truc sur mesure. En gros, ça ressemble à ça, une prothèse. Tu vois le bord là, on le coupe. Ça, on le coupe, on le découpe. Et en fait, tu as une peau ultra fine là qui vient se coller sur le corps et c'est ça qui va faire le raccord avec la peau de la comédienne. Et ensuite, on maquille parce que là, tu vois, elle n'est pas du tout maquillée, c'est vraiment brut quoi. On voit quand même les veines. On a fait juste le tracé des veines histoire d'avoir des repères. Déjà bien. Ça met beaucoup de temps puisqu'il faut tout coller, tout raccorder, tout maquiller, etc. Et à la fin de la journée, poubelle. Ah voilà, c'est ça. Normalement. Une prothèse par jour de tournage puisqu'à la fin de la journée, on décolle. Et en fait, tu vois là par exemple, c'est une prothèse qui a déjà été portée et maquillée. Et tu vois, là, il n'y a plus du tout le petit bord. Donc en fait, ça s'est arraché. Et ça, on ne peut pas le recoller. D'accord. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les collectionne et qu'on va venir découper ce bord-là, nettoyer le maquillage, parce que ça c'est du maquillage, donc on peut le nettoyer, peindre, et en faire des ventres costumes. Ah oui, donc effectivement, c'est de la réutilisation. Quoi. Donc là, on réutilise et on fait pareil pour les poitrines. On les met, en fait, on les découpe en triangles et on les met dans des soutiens-gorge d'allaitement. Ce qui fait qu'en fait, la comédienne, quand elle dégrafe le soutien-gorge d'allaitement, c'est pas sa poitrine à elle, c'est une fausse poitrine et elle n'a pas à montrer sa poitrine. Si tu veux aussi savoir comment elles fabriquent leurs faux bébés et bien plus encore, je sors le vlog complet dans pas longtemps. Donc pense bien à t'abonner et à mettre la cloche, tu connais. Merci encore à Ciné Bébé pour cette belle découverte. C'était pas du tout creepy et je vais pas du tout en faire des cauchemars toutes les prochaines nuits à venir. Et en parlant de bébés, ça existe, des acteurs bébés. Mais ils font comment pour jouer Parce que moi, perso, quand j'ai un gosse dans les bras, soit il pleure, soit il me vomit dessus. Donc bon, tu t'en doutes, mais acteur, c'est le seul métier autorisé pour un bébé. Alors évidemment, c'est super réglementé, même si ça dépend pas mal du lieu où on tourne. Par exemple, aux États-Unis, le temps effectif de tournage est limité à 20 minutes par jour pour un bébé qui a seulement 2 semaines. Alors qu'en France, on n'a pas le droit de faire tourner des enfants de moins de 3 mois. Et c'est limité, je crois, à quelques minutes, voire 1 heure maximum pour une journée de tournage. Et bien sûr, il y a une obligation de présence d'un parent et d'une infirmière. Mais bon, après, tu t'en doutes, avec aussi peu de temps disponible pour justement filmer notre jeune starlette, on comprend mieux pourquoi en fait les productions, depuis quasi toujours, embauchent des jumeaux. Bah oui, ça double le nombre d'heures de travail disponible et s'il y en a un des deux qui se met à pleurer, on le remplace directement par son frangin ou la frangine, ni vu ni connu. Et dans le genre des acteurs alternatifs, il y a aussi les animaux acteurs. Alors moi, tu me connais, je suis team chien depuis toujours, mais il y a plein d'autres bébêtes qui passent régulièrement sur le grand écran. Chiens, chats, chevaux, éléphants, il est même possible de faire jouer des pigeons et des sangliers. La petite ferme le machin. C'est évidemment géré par des dresseurs experts qui s'adaptent aux contraintes techniques tout en créant un environnement sain pour l'animal. Parce que oui, le but c'est que l'animal joue, mais dans le genre s'amuse, qu'il prenne du plaisir et que ce soit pas une contrainte pour lui et que justement il puisse partager ce joyeux moment avec son dresseur. En vrai, c'est un petit peu comme les acteurs et les réalisateurs qui forcément joueront un petit peu moins bien s'il n'y a pas d'alchimie entre les deux. Bien sûr, ça demande énormément de préparation si par exemple l'animal doit faire un mouvement spécifique ou même s'il doit porter un accessoire ou un vêtement. Oui, tu as déjà vu des chiens avec des petits gilets, c'est compliqué à faire, mais c'est trop mignon. Et j'imagine que tu as déjà vu cette mention au générique: aucun animal n'a été maltraité pendant le tournage. Et ça date de 1972. Et c'est une appellation donnée par la American Humane Association. En gros, c'est une asso de défense des animaux qui réglemente Hollywood depuis 1940. À l'époque, c'est la mort tragique d'un cheval de western sur le tournage du film Jesse James en 1939 qui justement avait fait bouger les lignes sur la sécurité des animaux de tournage. Et depuis, la AHA envoie des agents sur les tournages justement pour s'assurer des bonnes conditions pour les animaux et publie des guides sur son site internet pour dire comment il faut faire les choses. Et cette mention, aucun animal n'a été maltraité, elle n'est pas obligatoire, mais par contre elle a un impact justement sur le public qui a besoin de la voir, donc les producteurs
Ils y font attention. Oh, et tiens, si l'histoire du cinéma t'intéressait par hasard, eh bien je viens de sortir un nouveau livre. Une histoire de cinéma. Ça commence avant les Frères Lumière et ça termine aujourd'hui avec Jordan Peele, balayant 130 ans d'histoire du cinéma avec des portraits de cinéastes qui ont changé les choses. Agnès Varda, Walt Disney ou encore les sœurs Wachowski, la genèse d'Hollywood ou encore comment le cinéma est passé du noir et blanc à la couleur. Enfin, il y a tout ce que tu veux là-dedans. Il est évidemment disponible dans toutes les bonnes librairies. Je te mets évidemment toutes les infos en description. Je l'adore. Il est beau, hein, il est beau. Alors pour en revenir à nos animaux acteurs, ça se passe comment en France justement? Et bah pour le coup c'est un petit peu plus flou, hein, parce qu'on n'a pas une législation spécifique pour les animaux de tournage, donc les productions et les associations vont plutôt s'en tenir aux lois du code rural et de la Convention européenne pour la protection des animaux. Mais en tout cas, le mieux c'est quand même de faire appel à des centres de dressage professionnels qui, eux, suivent toutes les règles à la lettre. Et en parlant de règles, sur un plateau, interdiction de fumer. Pourtant, s'il y a bien un accessoire qu'on a longtemps vu dans nos films, c'est la cigarette. Avant les années 70, beaucoup d'acteurs fumaient pour de vrai sur les plateaux de tournage, comme Humphrey Bogart, John Travolta ou encore Marlène Dietrich. Mais depuis qu'on sait que fumer, c'est mauvais pour la santé, tout le monde a décidé de baisser sa conso de nicotine. Mais alors, on fait comment si on a besoin qu'un acteur fume pour de vrai dans une scène? Eh ben on utilise des fausses cigarettes. Alors oui, évidemment, on peut en trouver des super moches en plastique sur les trucs de farce et attrape, ou alors des vachement plus réalistes qui sont faites à base d'herbe et qui ne contiennent ni nicotine ni tabac. Et même si ça reste quand même pas terrible pour la santé, parce que tu fais quand même rentrer un truc dans tes poumons, ça reste quand même mieux qu'une clope. Du coup, même les acteurs non fumeurs comme Jon Hamm dans Mad Men pouvait s'en enchaîner 12 par épisode sans problème. Par contre, elle dégage carrément moins de fumée que des vrais, Donc tu connais la rengaine, on verra ça en post-prod. Et pour l'alcool, parce que oui, le gars de Mad Men, il faisait pas que fumer. C'est aussi lui qui maintenait toute l'industrie du whisky à flot. Whisky à flot, tu l'as? Je suis hilarante. Désolé de casser l'ambiance, mais tu t'en doutes bien, c'est pas du vrai alcool. On peut remplacer le whisky par du thé tiède, le vin rouge par du jus de raisin, la bière par du thé glacé avec des bulles, et la vodka par de l'eau. Bref, que des trucs très bons pour la santé finalement. Et on rappelle, l'alcool est à consommer avec modération, même dans les films. Et je te vois venir, mais c'est la même chose pour les drogues, Parce que oui, les acteurs, ils se droguent pas pour de vrai dans les films, sinon ils auraient de sacrés problèmes. Du coup, les accessoiristes, ils doivent se montrer créatifs, Et c'est un peu comme de la cuisine. Il y a plein de recettes différentes. Par exemple, pour se rouler un joint, c'est à peu près la même chose que pour les fausses cigarettes, sauf qu'on peut utiliser de l'origan. Je t'ai dit, c'est comme de la cuisine. Pour la cocaïne, on peut utiliser du lait en poudre, mais pour le coup, ça avait tellement dégommé les sinus de Al Pacino dans Scarface que c'est peut-être pas l'idéal. Du coup, on peut privilégier plutôt la vitamine B en poudre, qui est aussi très bien pour les intolérants au lactose. Et en vrai, pour éviter que ça te rentre directement dans le nez, en fait, tu peux mettre de la vaseline dans la paille directement pour que ça attrape le gros des morceaux. Mais toi, j'en suis sûre, tu préfères les enfêtes dans Breaking Bad, Et si je te disais que c'était tout simplement des cristaux de sucre avec du colorant. C'était des bonbons, quoi, en fait. Et pour tout ce qui est injection, ne t'inquiète pas, il n'y a rien qui va dans leur corps. C'est souvent tout simplement un mélange d'eau et de peinture qui est mis dans une seringue avec une aiguille qui se rétracte au contact de la peau. Promis, il n'y a rien qui se passe. Et pour tout le reste, on verra ça en post-prod. Et voilà, maintenant tu connais plein de super techniques de jeu d'acteur. Et si t'as d'autres questions, n'hésite pas à me les poster en commentaire et je pourrais justement soit en refaire une vidéo longue ici, soit des formats plus courts que je fais sur mon Instagram et mon TikTok. Ou n'hésite surtout pas à me suivre, Abonne-toi, tout ça, tu connais. Bon, et maintenant, qu'est-ce que je pourrais bien me demander ?